Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je t'entends, Alors, Vincent. excellent. Alors, on va commencer sous peu. Je pense qu'on va tout simplement changer l'écran d'accueil, puisqu'en ce moment, on voit encore le slide de présentation. Alors, ça y est, je pense qu'on est en direct maintenant. Oui, on me confirme? Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Vincent Champagne, co-rédacteur en chef et cofondateur du magazine Distance Plus. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on fait un webinaire dans le cadre de cette initiative #Trail Québec, #Ça va bien aller. On est plusieurs partenaires du milieu du trail québécois. On vous offre des webinaires, des défis, des textes aussi. Il y a même un concours sur le blog Ravito Trail. L'idée, c'est d'essayer de se motiver tout le monde ensemble pour passer à travers cette crise qu'on vit en ce moment. Et puis, toutes ces initiatives, vous allez pouvoir les retrouver sur le site web d'Uni pour le sport, qui est l'organisateur du webinaire de ce soir. Alors, on espère que vous allez bien. Vous êtes une bonne soixantaine avec nous en ce moment. Je vois 58 personnes. C'est super. Et écoutez, peut-être que vous rêvez de courir un ultra cette année, en 2020. La situation est un peu incertaine. On vous le souhaite. On espère que ça va pouvoir se produire, mais c'est certain qu'au Québec, tous les événements sont annulés au moins jusqu'au 31 août. Donc, on croise les doigts pour l'automne. Tenez bon à votre rêve, peut-être qu'il va se réaliser plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Peut-être que vous n'êtes pas non plus des coureurs d'ultra, mais simplement des coureurs de trail ou même des coureurs sur route. Ça se peut qu'il y en ait parmi nous, mais qui ont envie ce soir d'être inspirés. Alors, l'occasion est belle, l'occasion est bonne parce qu'on a 3 vedettes du trail québécois avec nous ce soir. Vous les connaissez et ils vont nous partager leur vécu sur le thème du avant, pendant et après, comment réussir son ultra. Et tout au long de la conversation, on va prendre un exemple concret, celui du Québec Méga Trail, qui est un événement populaire ici au Québec. Et c'est un événement auquel nos 3 invités ont déjà participé et même gagné. Je vous les présente. Tout d'abord, à ma gauche, Maxime Leboeuf. Bonjour Maxime, bonsoir Maxime. Alors Maxime Leboeuf, tu as remporté le Québec Méga Trail 110 km l'été dernier en 2019. Tu as fait ça en 11h21 et ça t'a conféré le titre de champion canadien d'Ultra Trail. Tu as des bonnes expériences à nous partager et tu es le fondateur d'Uni pour le sport. Alors merci de nous inviter à cet événement ce soir. Content d'être là. Alors, excellent. À ma droite, Anne Champagne, qui a également remporté le Québec Méga Trail. Salut Anne. Salut! Tu as remporté le Québec Méga Trail l'été dernier chez les femmes en 13h08. Ça fait de toi la championne canadienne d'Ultra Trail. T'es où, Anne, en ce moment? T'es dans les Alpes? Oui, je suis dans les Alpes suisses. Ici, on est super excellent. bien. On voit bien le ridge comme ça. Alors, toi aussi, Anne, on va pouvoir partager avec toi ton expérience des ultras. Et face à moi, Mathieu Blanchard. Mathieu, salut Mathieu. Salut Vincent. Bon, toi, t'es où? Au lac Combal, là, dans les Alpes italiennes? Non, c'est le Mont Blanc et non, c'est un lac qui est juste au-dessus de Chamonix. Ah, bon, c'est très joli. Enfin, tu as l'air d'un robot un peu Ah, sorti des années 80, là, mais ça marche. Toi, Mathieu, tu es arrivé le 2e l'an dernier au QMT. Tu as fait ça en 11h39. Et l'année d'avant, tu avais remporté le 100 km, qui était sur un parcours un peu différent, en 10h20. C'est bien ça? exactement. Écoute, Mathieu, avant même de commencer notre conversation sur le thème, c'est sûr qu'on aimerait bien profiter du fait que tu es là pour t'entendre sur le défi que tu as réalisé ce week-end. Je pense qu'on est tous un petit peu curieux, bien que tu en aies parlé dans la presse, dans Radio-Canada et que tu seras demain à Salut Bonjour, nous as-tu dit? En fait, c'est pas demain, c'est après-demain que je serai à… Après-demain. Bon, on va prendre quelques minutes pour te poser des questions, mais après, on va essayer de garder ça court parce qu'on va rester sur le thème du sujet. Donc, je rappelle que tu as fait tout le tour de l'île de Montréal ce week-end et c'est sur route, évidemment. Ça t'a pris 10h29 pour faire les 125 km. Donc, pourquoi tu as fait ce défi-là? Est-ce que c'était relié à la situation du COVID-19? Disons que le Covid-19, ça a été une opportunité pour le faire. Oui. Parce que c'est sûr que faire 125 km sur route, peu importe la vitesse où tu le fais, ça va faire mal et ça va prendre plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines pour s'en remettre.
OK. Et ben, les 2 années précédentes, j'avais un calendrier de courses qui était un peu trop chargé pour pouvoir faire ça. Mais je l'avais déjà en tête depuis un moment. Et ben là, c'est finalement été l'opportunité de le faire avec la situation pandémique. Ça remplaçait un peu la Peña Golosa, non, que tu devais faire ce week-end? Aussi, c'était une des raisons. Il y avait la Peña Golosa en Espagne, l'une des courses de l'Ultra Trail World Tour à laquelle je devais participer. Oui. Et puisque j'ai décidé de garder mon programme d'entraînement en l'état, ben, c'était un moment où ben, j'étais en pic de forme pour aller me défier sur quelque chose comme ça. Bon, alors j'invite les gens à aller lire les articles qui ont été écrits où tu parles quand même un peu de ton expérience, mais la question plus spécifique et un petit peu en lien avec le thème de ce soir que je voudrais te poser, c'est que tu as fait un ultra sur bitume, sur asphalte. Donc, comment tu te sens après un ultra d'asphalte versus un ultra que tu fais habituellement en sentier? C'est beaucoup plus douloureux, clairement. Oui? En fait, en général, en sentier, c'est vraiment des douleurs qui sont uniquement purement musculaires. Là, j'ai même des douleurs, c'est léger, hein, mais plus articulaires ou sous les pieds, en fait, comme si on m'avait broyé les pieds et j'avais jamais ressenti ça en trail. Puis, en fait, c'est une logique un peu mécanique parce que tu tapes toujours de la même manière au sol et la charge est moins répartie que lorsque tu es dans des sentiers en trail. Mhm. Donc, faut aimer ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. OK. J'ai aimé le défi, le challenge mental et puis la symbolique de faire le Tour de Montréal. Mais tu sais, il existe des courses de 100 km sur route. Il y a même des championnats du monde de ça. Eh bien, voilà, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop ce monde-là. Mhm. Tu as pensé pendant un certain temps que tu n'allais pas le terminer? J'ai failli à un moment me dire que j'allais peut-être, parce qu'en fait, je l'avais dit à personne, c'était un peu secret, là, j'étais sous-marin. Et quand je suis arrivé au nord de Montréal, au croisement de la rue Saint-Laurent et boulevard Gouin, je savais qu'à la rue Saint-Laurent, si je tournais à droite, mon appartement était à moins de 7 km. Et si je continuais tout droit, il était à 60 km. Et Ouais. là, comme personne ne savait, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être rentrer à la maison, de toute façon, ça ne changera rien. Et après, j'ai décidé d'aller tout droit, et puis finalement, je suis allé au bout comme ça. Ben, en tout cas, on voit que ça te donne une belle exposition médiatique parce qu'il y a peut-être, en raison de la crise, un peu moins de sujets dans les ligues majeures, les choses comme ça. Donc, c'est bien pour toi, Mathieu, puis on est content que tu aies réussi ton défi. Alors, merci d'avoir pris quelques instants pour nous en parler. On va passer. C'est bien pour la communauté de coureurs. On le voit tous en ce moment dans les grandes villes. Il y a énormément de coureurs qui se mettent, en fait, des personnes qui ne couraient pas, qui se mettent à courir. Et en plus, en faisant des challenges comme ça, qui sont un petit peu médiatisés, j'ose espérer que notre communauté va grossir. Et au plus il y a du monde dans notre communauté, au plus j'en suis satisfait. Toujours en respectant les règles, évidemment, Social, c'est la seule sanitaires, règle qu'on a ici. Ouais. Pas de risque, etc. social. Alors, on va passer au thème qui est vraiment le avant, pendant et après un ultra. Puis, on va se concentrer un petit peu plus sur l'ultra en sentier parce que c'est le thème un petit peu qui est le nôtre et puis c'est notre passion, ce trail. Je précise aux gens qui nous écoutent qu'on va prendre vos questions par bloc. En fait, on va vraiment y aller dans le avant, le pendant et le après. Donc, moi, j'ai des questions. On va utiliser l'outil dans Zoom qui est le Q&A. Donc, vous avez deux outils, il y a le question et réponse et il y a le chat. On ne va pas utiliser le chat pour les questions. Utilisez, s'il vous plaît, le question-réponse. S'il y a des gens qui nous écoutent sur le Facebook Live, vous pouvez poser les questions sur le Facebook Live et on a quelqu'un ici qui va s'assurer de nous les transférer dans le questions et réponses. Utilisez, s'il vous plaît, l'outil questions et réponses seulement pour des questions et non pas les bonjours ou les saluts, merci, ça va. Donc, pour les questions et le chat pour les merci, bonjour. Ça va? Donc, voilà pour les instructions. Alors, j'aimerais commencer avec Anne. Tu n'as pas nécessairement la même expérience en ultra que Mathieu ou Maxime. Tu en as quand même de l'expérience, mais un peu moins. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme course, sachant que celles que tu as fait, souvent, tu les as remportées, mais tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce que tu as fait comme course en ultra, Anne, s'il vous plaît? En ultra, j'ai Oui. commencé ma première course officielle d'ultra, ça a été à la fin 2018, donc Bromont Ultra le 55. Oui. Par la suite, en 2019, je suis allée à Bear Mountain pour le 80K, donc, mais je me suis perdue avec un groupe de coureurs. Je me suis retrouvée, mais j'ai complété la distance quand même. Donc, ça a été quand même, j'ai fait la distance, mais pas en contexte de course. Je me suis disqualifiée. Par la suite, j'ai fait la Trail Lacnée du coureur en juin Oui. pour par la suite faire QMT en juillet. Arikana
je me suis blessée, donc abandon. Puis j'ai terminé ma saison avec la Trail du Bourbon au Grand Raid de la Réunion. Au Grand Raid de la Réunion que tu as remporté. T'aimes ça, la longue distance? Ah, de plus en plus, oui. Vraiment, je me découvre énormément dans ce sport. Vraiment. Mm-hmm. Pourquoi particulièrement? Pourquoi plus les longues distances versus des courtes? Ben, ça fait longtemps que je cours. J'ai vraiment été à travers différents types de courses, mais plus c'est long, on dirait, plus ça m'amène un challenge mental. Tu sais, le physique, oui, mais j'adore avoir plusieurs aspects, puis de me surpasser, d'aller dans le dépassement de soi. Dans les ultras, ben, c'est très, très propice. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qui m'amène vers les plus longues distances. Donc, le combo mental et physique, c'est quelque chose qui t'attire vers les ultras. Maxime Leboeuf, Maxime, tu es un athlète multisport, tu as fait du biathlon, du ski de fond, du pentathlon des neiges, tu as quelques titres de champion canadien en raquette, entre autres, en trail également. Toi, Maxime, qu'est-ce qui t'a attiré vers les ultras versus les courtes distances? Tu sais, après l'université, j'ai commencé à faire des courses sur route, un peu 5-10 km au début. Après ça, j'ai migré un petit peu vers marathon. Là. Des fois, en vieillissant, puis aussi, j'avais le temps de m'entraîner un petit peu plus, de faire des longues sorties des fins de semaine. Donc, tu sais, l'entraînement de marathon cadrait bien avec ça. Puis là, à un moment donné, un peu de changement, puis le bitume, à un moment donné, on commence à vouloir autre chose. Donc, tranquillement pas vite, on migre vers la trail. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas le temps de mettre beaucoup d'heures d'entraînement. Puis aussi, j'ai pas nécessairement la motivation de partir. Ça semble drôle, mais je me suis beaucoup entraîné dans ma jeunesse. Puis on dirait que maintenant, ça me prend un objectif clair pour vraiment mettre des heures et des heures d'entraînement. Donc, j'ai cheminé en trail pendant plusieurs années sur des petites courtes distances. Puis à un moment donné, tu fais le tour des courses. Puis, j'ai vu dans un peu les ultras un peu un nouveau défi, une façon de me renouveler, là, de sortir de ma zone de confort, là, faire des 10-20 km. Comme je connais mes sensations, je connais mes forces, mes faiblesses. Donc, parce que là, arriver un peu dans ce monde de ultra-là, c'était un peu une nouvelle découverte. Là, tout d'un coup, tu te demandes si tu vas être capable de finir, ce qui m'était jamais arrivé pratiquement avant dans n'importe quel sport que j'ai fait. Donc, c'est peut-être cette approche-là qui était différente. C'était plus personnel plutôt qu'essayer de battre quelqu'un d'autre. C'était purement là, un peu un défi personnel pour voir si j'étais capable d'avoir des bonnes sensations sur ce genre de distance-là, puis même voir finir, là, parce qu'il y a toujours de l'incertitude. Puis on sait que c'est tout un univers, évidemment, quand tu es dans un ultra, dans des longues heures comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des histoires qui s'écrivent. C'est juste le fait que c'est beaucoup plus long versus une courte distance. Et j'imagine que Mathieu, tu dois avoir beaucoup d'histoires que tu peux raconter dans des ultras parce que tu es celui parmi vous trois qui a le plus d'expérience, qui en a fait le plus. Puis je voudrais savoir qu'est-ce que tu trouves dans un ultra qu'on ne trouverait pas dans une courte distance, par exemple, Mathieu? Ben, plus long. Qu'est-ce que ça permet de vivre? Plus long, plus de plaisir. Non, être plus longtemps dans la nature, être plus longtemps dans la montagne. Non, mais c'est sûr qu'au plus la distance est longue, au plus tu vas devoir gérer des éléments qui vont prendre de plus en plus d'ampleur au plus la distance est longue. C'est-à-dire la nutrition, la stratégie de course, la gestion du sommeil, la gestion mentale. Et au plus c'est long, au plus ces éléments-là vont avoir une importance. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est pas réussir un ultra, une très longue distance, c'est pas uniquement des capacités à bien courir. Il y a aussi d'autres éléments à gérer autour et c'est ça qui est intéressant avec une longue distance. C'est plus une aventure en fait qu'une simple course à pied. Dans un ultra long, dans une course courte, on va vraiment viser la performance, donc le plus rapide possible. Et ce que tu dis, c'est que sur un ultra, il y a plusieurs facteurs qu'il faut maîtriser. Il faut devenir un ingénieur là, qui peaufine chacun de ces éléments-là, ceux que tu as nommés, le sommeil, la nutrition. Il y a beaucoup de facteurs et de curseurs sur lesquels tu peux jouer et c'est ça qui rend la discipline intéressante parce que quelqu'un qui n'est pas forcément un excellent coureur peut tirer son épingle du jeu s'il pousse les bons curseurs au bon moment. Évidemment, on veut vous entendre parler de votre entraînement. Donc, on ne fait pas un ultra du jour au lendemain. Maxime, tu es un entraîneur chez Uni pour le sport. Peux-tu nous parler un peu des spécificités d'un entraînement pour l'ultra? Quand vous faites des plans pour les coureurs,
c'est quoi les points précis qui sont différents de si on s'entraîne pour un 42 km ou un 21 km? Au fond, c'est moi ce que je dis souvent aux gens, c'est on peut jamais être prêt on peut jamais être parfaitement prêt pour un ultra. OK. Donc, à part si on est un athlète à temps plein, c'est quand même difficile de faire le volume parfait pour dire OK, vraiment, tout était optimal. Donc, la plupart mais c'est des objectifs qui sont réalisables quand même. Donc, c'est un peu je pense que l'approche que nous on a puis que moi j'ai moi-même personnellement parce que j'ai des obligations aussi là, c'est de dire bon ben j'ai cet objectif-là, j'ai telle quantité de temps à donner. À partir de là, bon, mais comment je vais maximiser le plan pour que, selon ces contraintes-là, je sois capable d'arriver prêt malgré tout. Donc, c'est pour un ultra, on va regarder, il y a le volume qui est super important. Ultimement, si tu fais un 100, 60 ou même un 80, tu vas être des dizaines, voire même une vingtaine d'heures sur tes jambes. Là. Donc, ça va prendre des longues sorties. Donc, il va falloir les intégrer à des moments clés. Moins on a de temps, moins on va, probablement moins on va en faire, mais il faut quand même toujours bien les sortir. Donc, c'est un petit Donc, peu les longues sorties, c'est un élément prioritaire. On parle de combien? Est-ce que c'est à toutes les semaines? Quelle durée? Quel dénivelé? Oh, ben là, ça va dépendre du type de course qu'on s'est inscrit. Ça va dépendre de notre bagage de course également. Combien de temps on a entre nos. Ça va dépendre de combien de temps on a avant notre ultra. Donc, c'est assez variable, là. En général, c'est une longue sortie, là. C'est une par semaine ou une fois aux 10-12 jours. Je dirais que c'est pas mal les standards, là, mais encore là, des très, très longues sorties, on n'est pas obligé d'en faire énormément. Là, souvent, on va avoir il y en a beaucoup moi, je fonctionne beaucoup comme ça, avec des week-end shocks où il y a quelques week-ends clés. Puis ça peut être juste même un ou deux à la limite, là, où avant l'ultra, on va aller faire un test. Là, donc, c'est super important. Et tu m'as parlé de la longue sortie, c'est super important. La longue sortie vient. Puis la deuxième chose que moi, je pense qui est cruciale en entraînement de course à pied, même si on fait du ultra, c'est les intervalles. Donc, les intervalles, OK. Je voulais t'entendre parler des intervalles, justement. T'en mets, toi, dans les plans d'entraînement? Pour moi, c'est surtout pour des gens comme moi là, qui ont un horaire chargé. Là, c'est une belle façon de faire des gains physiologiques. Puis c'est très efficace. On parle en une heure, tu peux faire quelque chose d'exceptionnel. Là, donc, c'est un beau complément entre les longues sorties. Puis, en général, pour apprendre à mieux courir, la meilleure façon, souvent, c'est de faire de l'intervalle. Donc, on est forcé un peu de changer notre praton de course, avoir une foulée plus efficace. C'est tout des choses qu'on apprend en courant un petit peu plus rapidement qu'une vitesse de ultra, là, souvent, qui est très lente quand on va courir 10 heures. Donc, la troisième chose que je considérais beaucoup, c'est la récupération, là, qui est une forme d'entraînement qu'on néglige beaucoup. Là. Donc, trouver la bonne combinaison entre tes longues sorties, tes intervalles, puis juste ton millage hebdomadaire, là, en dehors des longues sorties de l'intervalle, avec la récupération, c'est ça que le plan d'entraînement va venir. La combinaison magique de ça, là, puis une progression à travers le temps. Donc, c'est peut-être Et vous offrez des plans d'entraînement chez Uni pour le sport, soit gratuits quand on s'inscrit à un événement ou vous pouvez avoir des entraîneurs personnalisés, dont Mathieu, si je ne me trompe pas. Tu es un entraîneur qui fait des programmes d'entraînement et qui suit des athlètes. Et toi, Mathieu, tu cours partout à travers le monde maintenant. Tu étais en Nouvelle-Zélande récemment. Est-ce que tu as la même préparation, peu importe l'ultra, ou tu vas faire des préparations spécifiques en fonction des particularités d'un ultra, Mathieu? Oui, ça va être vraiment très, très spécifique à l'ultra. Des programmes vont être, je pense que j'ai jamais fait un programme identique. Après, il y a une base qui est similaire, hein, qui est toujours de périodiser en fait ton programme d'entraînement, d'aller du moins spécifique vers le plus spécifique. Par exemple, une course comme Tarawera, qui était avec peu de dénivelé. Dans ma périodisation, longtemps avant la course, je vais plutôt faire du dénivelé et du travail de force. Et au plus je me rapproche de la course, au plus je vais faire du travail de vitesse et du travail de cardio sur ma préparation physique générale. Tandis qu'un UTMB, loin de la course, je vais plutôt faire des fractionnés de vitesse et du cardio en préparation physique générale. Et au plus je vais me rapprocher de l'événement, au plus je vais faire de la force et du dénivelé.
Voilà. Donc, tu analyses un petit peu les caractéristiques de chacune des épreuves pour adapter ton entraînement. Puis ce serait un conseil qu'on pourrait donner aux gens d'observer les caractéristiques, le dénivelé, le moment de l'année aussi, la température qui est attendue. Température, oui. Température, très important aussi. On peut faire de très bonnes séances. En fait, simplement en allant courir, en se couvrant avec des vestes et des pantalons. Et puis, tu transpires et tu reproduis un petit peu la température que tu peux subir dans une course. Et c'est vrai que c'est un élément qui peut te sécher. Donc, c'est important comme paramètre à prendre en compte. Anne Champagne, tu mets des stories et des publications sur Instagram et on voit que tu fais de la musculation. Est-ce que c'est quelque chose de très important pour toi dans la préparation d'un ultra? Est-ce que ou c'est juste parce que toi, tu aimes ça en faire? Je pense que c'est un super complément. Dans le fond, ça vient justement préparer le corps à l'effort. Puis, tu sais, de simplement, comment dire, c'est un supplément qui peut nous aider à être prêt à l'effort, autant justement être prêt à la course, mais aussi d'être solide musculairement par rapport à l'effort qu'on va faire, diminuer le risque de blessure, aller chercher des exercices vraiment spécifiques. Ça peut nous aider justement à aller travailler des faiblesses musculaires qui peut nous aider à juste mieux travailler lorsqu'on court. Fait que je pense que c'est un complément vraiment important que parfois on néglige, mais qui peut nous aider à devenir un meilleur athlète là, quand même assez rapidement. Puis on n'a pas besoin de faire des super grosses séances, de n'en faire un petit peu tout le temps, ça peut aider. Puis, T'en fais combien de fois par semaine? Je dirais que je fais des séances de musculation, j'en fais mais des petits blocs, j'en fais 4 à 5 fois par semaine, mais pas des 4 heures de temps, tu sais. Fait que, ouais. OK. Bon, je rappelle qu'on est toujours dans le bloc avant l'ultra, puis évidemment, comme on a juste 1 heure, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais là, je vais quand même vous poser celle-ci, c'est qu'on a parlé de la préparation physique, donc plan d'entraînement, être sur ses pieds, faire des longues sorties, un peu de musculation également, mais je voudrais vous entendre parler de la préparation plutôt technique, parce que j'ai vu, par exemple, Mathieu Blanchard, je t'ai vu à l'œuvre par exemple, pour la Transmartinique ou à l'UTMB ou ailleurs, tu analyses les parcours, tu regardes le nombre de kilomètres entre les ravitaux. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça ou quelqu'un pourrait y aller un petit peu, gros gens comme devant, à la va comme je te pousse, puis faire sa course sans avoir tout regardé la description du parcours, Mathieu? Je pense que ça va dépendre de ton objectif. C'est sûr que je fais cette analyse-là parce que j'ai un objectif de performance et donc il va falloir que j'optimise le poids, par exemple, qui est un élément important. Mais après, je dirais que si tu vas dans une optique qui n'est pas forcément de performance, tu peux y aller sans vraiment analyser, sans montre. Après, c'est sûr que tu l'auras peut-être quand même plus difficile parce que si tu portes plus de poids que ce qui est nécessaire, peut-être que ta course aurait été plus simple sans poids. Un exemple, l'eau. L'eau, c'est l'élément qui est le plus lourd à porter dans une course. Et pour moi, arriver à un ravitaillement avec ses flasques ou sa poche d'eau, avec beaucoup d'eau encore dedans, il y a un raté là. Tu n'as pas optimisé, tu as porté de l'eau pour rien puisque tu arrives à un ravitaillement avec de l'eau disponible. Donc, par exemple, ce que je vais faire, comment je fais pour savoir la quantité d'eau que je vais avoir besoin? J'ai l'habitude, maintenant je le sais là, mais par exemple, pour le Québec Mégatrail, prenons cet exemple, lorsque je m'entraînais à Montréal dans des conditions météorologiques similaires, je me suis fait un petit tableau dans lequel j'ai mis la durée de la sortie, la température, l'humidité, le type de terrain et la quantité d'eau que j'ai consommée pendant mon entraînement. Et ça me permet d'avoir une idée de combien je consomme d'eau à peu près sur un effort d'1 heure, de 2 heures avec telle température. Et ensuite, quand j'ai cette information-là, que je sais par exemple que je consomme 1 litre d'eau sur 1 heure, après, quand je vais analyser la course, je vais regarder entre 2 ravitaillements, est-ce que ça va me prendre 30 minutes ou 1 heure pour le faire? Si ça va me prendre 30 minutes, je vais prendre que 500 millilitres d'eau. Mais ça, c'est parce que, évidemment, tu as des objectifs de performance, tu veux gagner, tu as le potentiel pour le faire. Il y a des gens qui vont plus pour l'expérience, donc ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir un tel niveau de détail, mais ça peut améliorer. J'ai quand même vu, Vincent, des personnes avec des sacs énormes. On a l'impression qu'ils partent en expédition. Et puis, c'est dommage parce que tout ce poids-là va causer plus de fatigue et peut-être même une répartition de la charge qui va t'envoyer un petit peu en arrière et qui va créer des douleurs que tu n'aurais pas eues si tu étais plus léger. Effectivement. Puis on parlait du Québec Mégatrail, tu en as parlé à l'instant. Maxime, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu avais fait une planification particulière
pour cette course-là, sachant, si je ne me trompe pas, que c'était ton objectif de l'année dernière parce que ta copine allait accoucher plus tard à l'automne, donc c'était la course que tu visais. Donc, comment tu t'étais préparé? Est-ce que tu avais une planification spécifique pour le Québec Mégatrail? Oui, surtout cette année, là, je dirais les dernières années, j'y allais plus pour l'expérience, en planifier un petit peu moins, là, mais surtout tu sais, pour les courses, les courtes distances que je faisais, là, que ce soit même, j'ai inclus 20, 50 km, je me préparais jamais trop. Là, puis en courant contre Mathieu, c'est assez clair pour moi que pour avoir même une chance d'être proche, je devais planifier aussi bien que lui, sinon mieux, là, donc, parce que sinon, j'avais aucune chance. Parce que c'est une fois qu'une personne optimise tous les paramètres, puis tu es un coureur similaire et il va te mettre 15-20 minutes, une demi-heure. Donc, pour Québec Mégatrail, là, je m'étais réellement bien préparé, là, tant au niveau des ravitaux que planifier le parcours, quelles sensations je devais avoir à chaque moment. Cette fois-là, mes sacs, mes sacs mes drop bags, j'ai pas le mot français, étaient bien planifiés. Un sac d'appoint. Un sac d'appoint, merci Vincent. Donc, c'est clair que c'était mon objectif de l'année, je voulais pas me tromper. Ouais. Physiquement, ça va pas, c'est une chose, mais avoir mal planifié, alors que ça prend pas tellement de temps avant un ultra, c'est de la négligence mise à la mauvaise place, en fait, parce que on va mettre des centaines d'heures pour s'entraîner, mais on n'est pas capable de prendre 2 heures pour planifier. Là, donc, des fois, il faut juste y penser un petit peu avant. Là. On a une question de Marie-Josée Lévesque qui nous demande quelle est votre recette de la nutrition dans les jours qui précèdent l'ultra. Donc, j'imagine qu'on parle ici de peut-être la semaine qui précède. Anne, est-ce que tu voudrais commencer? La semaine qui précède, ben peut-être que je ne serai pas un bon exemple, mais je pense que la nutrition, c'est quelque chose qui est vraiment personne par personne. On n'a pas toute la même... il n'y a pas de formule parfaite qui va fitter pour tout le monde. Personnellement, avant, côté nutrition, il y a la fameuse surcharge de glucides. Moi, je n'en fais pas vraiment. Je garde une nutrition qui est semblable à d'habitude. Je prends mon hydratation est un peu plus, mais rien de calculé le avant. Je fais juste plus de préparation. Mon entraînement va changer, mais côté nutrition, je fais pas de surcharge pour être, on dirait que mentalement, j'ai peur d'avoir quelconque inconfort. Mes repas d'avant, c'est tout le temps pas mal la même chose parce que je pense que ça joue très, très gros mentalement. Mais sinon, peut-être que je ne suis pas un bon exemple, mais je ne change rien de mon alimentation avant. Voilà. Mathieu, est-ce que tu pratiques la surcharge glucidique? Oui, je fais, c'est prouvé là, la déplétion de glycogène, surcompensation et maintien, ça fait que tu peux emporter dans ton corps plus de glycogène. Mais c'est pas compliqué en fait. C'est 7 jours à 5 jours avant, tu manges un petit peu moins de carbohydrates, de carbs. Le chiffre exact, c'est 1/3 de moins, mais c'est juste à manger un petit peu moins. Tu sais à peu près combien tu manges sur une semaine, tu manges un petit peu moins de J-7 à J-5. Ensuite, de J-4 à J-2, tu surcompenses un tout petit peu, tu manges un petit peu plus. Encore une fois, c'est 1/3 de plus que ce qu'il faut habituellement. Et ensuite, de 2 jours avant jusqu'à le jour de la course, tu reviens à quelque chose de normal. Et puis, ce fameux pasta party, faire un énorme repas veille de course, selon moi, c'est une grosse connerie parce que il n'y a pas besoin de ça. Tout comme le sommeil, la charge glucidique se fait sur les 10 jours qui précèdent et ne se fait pas la veille. Et manger un énorme plat de pâtes la veille de course ou de riz, peu importe, n'importe quel glucide, finalement, ça va t'amener à mal dormir probablement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça pourrait aussi t'irriter l'intestin. Et démarrer un ultra avec un intestin irrité, c'est vraiment pas la bonne idée. Tu as évoqué la question du sommeil et on a une question de Nicolas Royer qui demande quel est votre plan de gestion du sommeil la semaine qui précède. Maxime, on peut t'entendre là-dessus? Avec les enfants, les bébés, là? Regarde, c'est pas compliqué, je m'entraîne. Je suis parfaitement entraîné pour des carences de sommeil. Donc, pour toi, il n'y a pas de particularité? Je pense que dans mon cas, moi, je suis quelqu'un qui se couche assez tôt. Là. Mais on a tendance, la pire chose, là, la seule chose que je peux dire sur le sommeil, c'est l'anxiété puis avoir peur de passer dormir la veille d'un ultra, c'est ça qui va causer des problèmes, en fait. Puis si jamais on ne dort pas, c'est correct d'être couché dans son lit et de relaxer. Là.
de fermer les yeux, là, puis juste de penser à sa course à la limite, là, puis de laisser les pensées arriver. Si on pense à la course, tant pis. Puis si on n'y pense plus, on pense à d'autres choses, c'est correct. Mais pas dormir, c'est difficile à gérer à l'interne, mais ultimement, je pense que c'est un cadeau qu'on peut se faire. Comme Mathieu dit, je suis entièrement avec lui. Là, ce qui compte, c'est probablement les 10 jours avant là, qui compte la veille. Là, Ben, on dit souvent que c'est pas la nuit avant la course qui compte, mais celle d'avant. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai, ça, Maxime, selon toi? Oui, mais il ne faut pas trop. Oui, mais c'est pas parce que tu dors mal la semaine d'avant puis tu as une semaine chargée au travail ou que les enfants t'ont gardé éveillé que tu vas avoir que la catastrophe va se produire le jour de la course. Là. C'est pas. Les statistiques qui démontrent ça, c'est des pourcentages d'influence sur ta performance. C'est pas draconien. Il y a des facteurs plus importants que ça qui vont jouer sur ta performance. Fait que, pour quelqu'un qui veut terminer, dépendamment de ton objectif, là, je pense qu'il ne faut pas trop faut pas surévaluer l'importance de ça. Je pense que de dire, regarde, de gérer son sommeil du mieux, c'est essayer de se coucher tôt. Puis si on a de la fatigue de sommeil, c'est pas nécessairement clair que physiquement, ça va mal aller durant la course puis on va avoir les jambes lourdes. Là, je veux dire, avant Québec Mégatrail, cette année, j'avais les meilleures jambes de la saison. Puis si tu regardais, moi, si j'avais un log de sommeil, il y a personne qui serait impressionné par ça. Là. Donc, je pense qu'il faut... c'est plus contrôler ses émotions face à ça, de trop y penser, ça crée de l'anxiété, puis c'est plus négatif que positif, selon moi. Donc, je pense que c'est d'avoir un plan de match puis de le suivre, là, mais si ça se réalise pas, c'est pas grave. Là. Et d'accumuler de l'expérience. Dans ton cas, tu as beaucoup d'expérience, beaucoup de compétitions, ce qui te permet d'avoir confiance en toi malgré les différentes situations que tu peux vivre. Donc, ça peut être un argument qu'on peut rajouter. D'acquérir de l'expérience, tout simplement, va permettre de mieux affronter les compétitions. Il y a beaucoup de questions sur la préparation, mais Vincent, excuse-moi, je peux ajouter là-dessus. L'expérience, c'est une chose, mais d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir un coach, là, ça semble aussi drôle, ou des personnes ressources là, dans son entourage qui ont de l'expérience, puis de leur parler. Là, des fois, c'est juste de... même moi et Mathieu, on s'était parlé, le Québec Mégatrail, il y a quelques années, on s'était parlé au téléphone avant, puis je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait pour gérer ça. Donc, c'est toutes des choses... de parler à quelqu'un, ça peut nous permettre de se rassurer. Des fois, on vit ça de l'intérieur. Donc, au-delà de l'expérience, il y a des ressources partout, là, donc il faut juste les utiliser. Là. Effectivement, puis Uni pour le sport est une bonne ressource pour ça. On a, comme je l'ai mentionné, plusieurs questions, mais on n'a qu'une seule heure ensemble et le temps passe, donc on va avancer un petit peu. On a terminé le bloc qu'on appelle le « avant ». J'aimerais maintenant qu'on passe au « pendant ». L'entraînement est fait, le jour J est arrivé. On a peut-être dormi ou peut-être pas la veille, sachant qu'il y a des ultras aussi qui commencent à minuit le soir, donc comment on dort dans la journée ou pas. Vraiment, la question principale dans un ultra pendant la course, c'est la gestion de l'effort. Anne Champagne, j'aimerais te demander comment on gère ces efforts pour courir sur le Québec Mégatrail pendant 13h08. Alors, est-ce qu'il y a une recette miracle? Bien, je pense que de plus en plus, je suis assez nouvelle dans le sport, mais d'événement en événement, on grandit énormément. Puis je pense que la façon de voir la compétition, c'est de dire que la préparation, comme on l'a dit, c'est la plus grosse travail. Fait que rendu sur une ligne de départ, tout ce que tu as à faire, c'est de courir parce que tu t'es préparé en fonction. Tout ce que tu avais à penser est fait. Fait que là, ton rôle, c'est juste de courir. Là, parce que tu as pensé, tu as vraiment évalué ton parcours, puis tu le sais. Donc, go for it. Tu as fait tout le travail qui était difficile. Fais juste faire ce que tu aimes le plus au monde, puis cours. Par la suite, c'est de pas trop non plus se mettre de pression inutile dessus, d'y aller étape par étape, de ravito en ravito, pas après pas, puis de juste évoluer dans la distance, puis de pas trop aller... je suis une émotive, puis j'ai tendance à vraiment vivre mes émotions assez up and down, mais j'essaie de pas trop aller haut, puis pas trop aller bas. Donc, de rester quand même sur une ligne assez droite, puis de pas trop s'en faire si ça va un peu moins bien, puis de pas trop être sur des gros highs quand tu te sens trop bien, parce que ça peut rapidement redescendre la pente. Fait que je pense que c'est ça. Bien, ce que tu dis, c'est important, c'est que dans un ultra, on va traverser plusieurs phases. Il y a des phases de high, des hauts, tu viens de dire, il y a des phases de bas. Donc, est-ce qu'il y a un truc pour se retenir un peu quand on est sur un high pour ne pas se brûler tout de suite?
et des trucs pour sortir des bas quand on y est, Anne? Ben, perso, on en a parlé là, avant, mais moi, j'ai toujours étudié un peu là, la ligne du terrain. Donc, tu sais, je le sais où j'ai mes forces, où j'ai mes faiblesses par rapport à la course. Je sais où pousser, où me retenir par rapport à parce que je me connais, ce que je suis en mesure de faire. Donc, de juste, tu sais, personnellement, je suis très, très graduelle dans mon effort. J'ai tendance à partir pas lent, mais quand même plus lentement. Puis si ça va bien, bien, on y va, on progresse, puis d'y aller un peu plus. Mais je pense que c'est beaucoup aussi sensation. Tu sais, on peut prédire des choses, mais la plupart du temps, dans un ultra, il y a beaucoup d'impondérables. Puis là, il faut juste gérer le tout, puis de s'adapter pendant la course, tu sais. Mathieu Blanchard, j'aimerais t'entendre sur la même question. Les up and down, les hauts et les bas, comment tu les gères quand ça va bien puis quand ça va moins bien pour en sortir et en entrer? Déjà, les up, parfois on peut en profiter un petit peu, c'est sûr, lâcher un peu les freins. En fait, ça dépend aussi de comment tourne la course, dans quelle position tu es par rapport à tes objectifs, qui ne sont pas forcément être devant. Tu sais, puis, ce qui est vraiment difficile, le plus difficile finalement, c'est dans un up de se freiner. Et puis ça, finalement, c'est l'expérience. C'est juste l'expérience parce que la première fois que tu vas avoir un up où tu vas te sentir vraiment bien, même après une longue distance, ben, tu vas lâcher les chevaux et puis tu vas le payer très cher l'heure suivante ou 2 heures après. Et puis la fois d'après, ben, la course d'après, tu ne le referas plus. Donc, c'est de l'expérience. Et dans les downs, ben, les downs en général, c'est très mental. Hein. C'est sûr que ça commence physiquement, là, des petites tensions, mais ça vient dans la tête. Et ben, c'est ça, tu sais, un ultra, on le répète, on fait que le dire, mais il y a une grande partie qui se passe dans la tête et puis il faut avoir une force mentale très forte. Puis après, ben voilà, moi j'ai des petites techniques, par exemple, de manière très concrète. Avant chaque course, je me prends toujours un bout de papier, je tire une ligne au milieu avec 2 colonnes et dans une des colonnes, j'écris pourquoi je fais des ultras en général et dans l'autre colonne, pourquoi cette course-là en particulier. Alors, c'est sûr que d'une course à l'autre, s'il n'y a qu'un mois d'écart dans la colonne, pourquoi je fais des ultras, il va avoir les mêmes réponses. Mais d'une année à l'autre, ça peut évoluer. Et donc, je remplis avec des mots, là, c'est ce qui me vient là, pourquoi je fais des ultras et pourquoi cette course-là en particulier. Cette course-là, parce qu'il y a ma famille qui est présente, parce que c'est un retour de blessure, parce que c'est un voyage qui me tenait à cœur. Enfin, ça peut être plein de raisons. Et pendant la course, quand les difficultés mentales vont arriver, ben, il y aura déjà des réponses qui auront été préparées avant. Et puis, il suffit de se focuser dessus et finalement, ben, le down, il passe rapidement grâce à ça. Et parfois, ça peut être le poursuivant qui arrive derrière, là, qui va te fouetter un peu. Je me rappelle, Mathieu, tu étais au Québec Mégatrail dans la Grande Côte du Mont-Sainte-Anne vers la fin parce qu'il y a une dernière boucle à faire à la fin, puis tu étais brûlé. Tu t'es arrêté dans la côte à la chaleur, puis tu t'es pris la tête comme ça. Puis il y a Jean-François Cochon qui est arrivé derrière et ça t'a fait repartir. Hein? Oui, c'est sûr que ça peut donner. Mais ça, c'est hormonal en fait. Tu ne le contrôles pas, c'est l'adrénaline. Ben voilà, il y a d'un coup ton corps qui t'envoie de l'adrénaline, puis ça te réveille un peu. Tu ne contrôles pas. On est toujours dans le bloc du pendant et on a une question de François-Xavier Louineau qui nous demande comment gérez-vous votre alimentation pendant la course? Prise de gel, boissons électrolytes, à quelle fréquence? Passez-vous beaucoup de temps au ravito? Maxime, j'aimerais t'entendre là-dessus, sachant que tu t'es déjà perdu ou en fait tu as fait une boucle de trou dans un ravito parce que Maxime est arrivé derrière toi au trait de la clinique du coureur puis tu es parti trop vite. Alors toi, Maxime, peut-être tu peux nous parler de ta stratégie d'alimentation pendant un ultra pour répondre à François-Xavier. Ultimement, c'est de la pratique, là. Donc, on apprend à ce qui fonctionne pour nous, là. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. En entraînement, j'essaie de m'alimenter un petit peu moins que ce que je ferais en course. Mais quand j'arrive le jour de la course, là, je m'arrange pour. Je pense que pour moi, s'alimenter de façon régulière, c'est super important, là. Donc, je suis assez timé sur ma montre qu'à toutes les au moins 30 minutes, pour moi, là, je prends quelque chose. C'est pas obligé d'être énorme, mais pour avoir comme constamment quelque chose à manger, là, prendre toujours la même chose, pour moi, ça me tente un petit peu. Là, donc, surtout pour des très longues courses, je pense que d'avoir une certaine variété, là, j'ai quelques sortes de bars ou des gels. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir
tu dis, ma prochaine barre, ça va être celle-là. Moi, ça m'encourage là, parce que j'aime ce type de barre-là ou un gel d'une sorte différente. Donc, puis quand j'arrive dans les ravitaux, en général, moi, j'utilise ce qu'il y a là. S'il y a du melon d'eau, s'il y a des bananes, je vais prendre qu'est-ce qu'il y a parce que c'est une variété que je n'avais pas dans mon sac. Là. Donc, je ne prendrai pas un gel parce que j'étais dessus pour prendre un gel si je sais qu'il y a un ravito qui arrive bientôt. Là. Donc, je pense que d'utiliser ça, puis ça le garde pour plus tard si tu en as besoin ou s'il y a un coureur en difficulté sur le parcours, puis toi, tu as de la bouffe d'extra, ben pourquoi pas lui donner parce que toi, tu en avais trop. Là. Donc, est-ce que tu prends des électrolytes pendant la course? Oui, souvent, moi, ce que je fais, je traîne des... parce que les ravitaux, c'est juste de l'eau. Là, donc, souvent, j'ai un petit Ziploc avec des capsules de peu importe des électrolytes que vous voulez utiliser. Là. Donc, souvent, moi, je les mets dans mes bouteilles avant de remplir dans un ravito. Exemple, là, je vais mettre une capsule, je la remplis. Donc, en général, moi, j'ai toujours, surtout sur un ultra l'été, prendre de l'eau ordinaire, j'en prends pas beaucoup. Là. Habituellement, je suis pas très concentré, mais je supplémente toujours mon eau d'électrolyte. Oui. Et combien de temps on passe dans un ravito? Ça fait aussi partie de la question de François-Xavier. Est-ce qu'on se dépêche? Est-ce qu'on s'écoute? Peut-être que Anne, tu pourrais nous partager ce que tu penses de ça? Ça dépend, encore une fois, de notre objectif, je crois. Là. Si on est dans la performance, c'est du temps perdu à arrêter un ravito. Fait que c'est sûr qu'il faut être efficace. Mais après, si c'est l'accomplissement d'une distance, on peut se permettre de prendre un petit peu plus de temps si ça peut, par la suite, nous être... ça peut être gagnant aussi de prendre du temps. Si on est dans une passe un peu plus difficile puis on a besoin de se proposer, ça peut être, par la suite, ça peut être gagnant. Par contre, si on est dans une optique plus de performance, personnellement, je trouve dans ma tête, c'est comme du temps perdu. Là. Donc, j'essaie d'être assez efficace. Ayant déjà été préparée, je sais quoi prendre. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans les ravitaux, donc je sais qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je suis capable de bien digérer, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis, par la suite, bien, si c'est une place où il y a un drop bag, bien, j'essaie que tout soit bien préparé. Des fois, on peut avoir la chance d'avoir une équipe de support que ça peut vraiment bien aider parce qu'ils sont là pour nous aider. Puis on gagne du temps. Donc, c'est ça. Pour moi, un ravito, c'est quand même un peu de la F1. Là. J'essaie de quand même assez être rapide. Puis c'est pas mal ça. Si j'ai quoi que ce soit, encore une fois, c'est un drop bag puis je veux changer mes souliers, par exemple, je le fais. C'est déjà arrivé à une course que j'ai dû le faire. Je le fais pas toujours, mais j'avais les pieds vraiment pas en bon état. Donc, j'ai pris le temps de changer mes souliers. Puis c'était vraiment un renouveau. Là. Puis justement, à Québec Mégatrail, on s'était vu. C'était après le Mestachivo. Je pense qu'on s'était vu. Puis je t'avais dit, là, je viens de me faire un taping. Puis là, ça va super bien. Là, tu sais, c'était vraiment... ouais. T'étais sur un high. Oui, d'avoir pris le temps d'enlever ma chaussure, de me faire un taping, là, ça a complètement changé. Puis j'étais un peu j'avais peur, mais en faisant ça, ça a vraiment bien reparti. Donc, des fois, de prendre le temps, ça peut être gagnant. Alors, tu abordes l'autre utilité d'un ravito, c'est aussi parce qu'il y a l'alimentation, on peut se ravitailler, se nourrir, mais on peut aussi en profiter pour se rafraîchir un petit peu, puis des fois, changer de souliers, changer de chandail. Ça peut donner un petit oomph pour repartir la course, hein, c'est ça? Effectivement. On a une question aussi par rapport, parce qu'on est toujours dans le bloc du pendant, l'ultra. Peut-être que je dirigerais cette question-là à Mathieu. C'est Mathieu Babeff qui nous demande comment on se prépare pour des ultras avec de l'altitude. Sachant qu'au Québec, on n'en a pas beaucoup d'altitude, mais quand on s'en va sur la Hard Rock ou l'UTMB, Mathieu, tu as fait l'UTMB. Donc, comment on se prépare pour ça? Comment on affronte en fait l'altitude pendant, quand on n'est pas habitué à ça? C'est bien que la question me soit posée parce que j'ai vécu un mal aigu des montagnes, donc je sais ce que c'est. Rappelle-nous, c'est où et c'est quand? Ça s'est passé au Maroc à la course qui s'appelle l'Ultra Trail de l'Atlas Toubkal, donc dans les montagnes de l'Atlas, qui monte jusqu'à 4000 mètres. Et ce qu'il y a, c'est que la course se fait en altitude sur un plateau au-dessus de 3000 mètres. Donc, c'est sûr que la préparation à l'altitude est importante. C'est sûr que j'imagine que la question est posée pour nous qui habitons dans la vallée, pratiquement au niveau de la mer. Mais la seule solution, en fait, c'est si on décide de s'inscrire à une course qui va se faire en altitude, il faut prévoir d'avoir le temps d'y aller au moins 15 jours avant. Si on n'a pas les congés ou on n'a pas les vacances pour aller à cette course-là au moins 15 jours à l'avance, ce n'est pas la peine d'y aller. Voilà.
Et ensuite, bon, ben, il y a des protocoles. Il y a des protocoles, tout comme quand on va au Népal pour grimper les hauts sommets, ben, on, on va tous les jours un petit peu faire une petite randonnée de plus en plus haut pour s'accoutumer à l'altitude finalement. Et arriver la veille de la course, comme je l'ai fait avec le Maroc, ben, ça ne fonctionne absolument pas. Et puis, tu peux avoir des migraines et puis des douleurs gastriques qui sont vraiment terribles. Et puis, tu peux même en mourir. Donc, c'est vraiment, faut pas rigoler avec ça, là. Et bon, après, il y a des athlètes qui ont un peu plus de moyens, qui ont la possibilité de s'entraîner aussi chez eux en installant des tentes hypoxiques. Mais ça, c'est notre solution, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, ça coûte très cher et c'est pas agréable non plus de rester chez soi dans une bulle toute la journée à faire de l'acclimatation. Alors, il faut s'adapter, il faut arriver un peu à l'avance, préparer 15 jours, ses vacances 15 jours à jours. l'avance. Donc, voilà Après, la façon. l'UTMB, c'est pas forcément un bon exemple parce que c'est juste un passage de col à 2000 mètres, mais on reste pas en haut. C'est quand tu restes longtemps en altitude avec un effort en plus comme tu cours qui peut être dangereux. Mhm. Voilà, donc c'est pas parce que tu passes en altitude qu'il faut forcément le préparer. L'UTMB, on monte à 2000, mais on redescend de suite dans la vallée. On passe pas de temps là-haut. Et c'est magnifique parce que c'est le cœur des Alpes. On a une question de Stéphanie Dubois qui demande si ce que vous pensez des bâtons de course, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vous les utilisez? Maxime, je ne me souviens pas de t'avoir vu courir avec des bâtons de course. Est-ce que tu le fais? Des pôles, là. Non, bon, non, j'ai jamais. Tu sais, pour moi, tu sais, si on fait une course dans les Alpes où il y a beaucoup de montées, de descentes, puis ça va durer. Tu sais, on va être là pendant tu sais, 25, 30, 40 heures. Ça peut être une considération probablement beaucoup plus, là. Mais tu sais, pour les courses qu'on a au Québec, là, surtout en bas de 100 km, là, j'ai un petit peu de difficulté à voir vraiment le gain qu'on va avoir, là. Tu sais, il faut les traîner, ces bâtons-là, là. Puis dans les mains, c'est tannant. Dans le dos, c'est du poids excessif. Ou, si on a des blessures ou si on planifie marcher, la grande majorité, peut-être qu'il y a un avantage un petit peu plus, là, mais du moment qu'on va jogger, la grande majorité, puis il n'y a pas de dénivelé de fou, là, je ne vois pas beaucoup d'avantages. Mais encore là, je n'ai pas fait beaucoup de courses dans les Alpes, là, fait que peut-être que Mathieu. Mathieu, tu as sûrement quelque chose à dire là-dessus parce que toi, tu cours avec des bâtons sur certaines courses. Oui, ben, les bâtons, c'est comme le matériel et la nutrition, ça se prépare avant la course. Donc déjà, ça c'est le premier point. Il ne faut pas utiliser les bâtons le jour de la course parce que ça ne paraît pas, mais les bâtons, ça a une demande énergétique énorme sur le corps parce qu'en fait, tu pars avec, il faut imaginer que tu as une batterie qui est chargée à un certain niveau. Et c'est sûr que les premiers kilomètres, les premières heures, tu ne vas pas avoir l'impression, mais l'utilisation des bâtons va demander énormément d'énergie. Et si tu n'as pas préparé ton corps à l'avance musculairement, donc du travail de haut de corps, des pompes, des tractions, voilà, tous les exercices qui vont te renforcer le haut du corps au niveau des bras, ben, ce n'est pas une bonne idée. Après, c'est comme disait Maxime, ça dépend des courses aussi. Les courses dans les Alpes avec des montées qui vont faire 1500 mètres de dénivelé d'un coup, ça peut prendre 1 heure ou 2 à monter. Ça a été prouvé que les bâtons, une fois quand on sait les utiliser, qu'on a le haut du corps, ben, la musculature ben, tu peux avoir voilà, un avantage à les utiliser parce que tu vas économiser tes jambes et répartir un peu plus la charge. Donc, Anne, je voudrais savoir, Anne, sur le trail des Bourbons, est-ce que tu as eu besoin d'utiliser des bâtons? Ben ça, c'est un aspect, on n'avait juste pas le droit, dans le fond. Sur toutes les Tu n'avais pas le distances, droit? pas de bâton. Dans une préparation de course où tu n'as pas le droit, ben t'en utilises pas. Puis pour vrai, je me serais pas vue avec ça dans les mains, là. Le terrain, c'est pas, comme on va dire, au Mont-Blanc, qui est quand même assez moins technique qu'à La Réunion, que c'est de la grosse roche et tout. Fait que là, l'utilité des bâtons, t'es là dans les airs comme ça. Je sais pas comment j'aurais fait pour les utiliser intelligemment puis efficacement. Donc, en fonction d'une course comme ça, non. Mais c'est drôle parce que QMT, pour moi, l'année passée, c'était ma plus longue distance à vie. Puis là, je m'étais dit, bon, je mets toutes les chances de mon côté, je pars avec mes bâtons. Fait que j'ai couru vraiment le QMT avec les bâtons tout le long. Mais j'ai utilisé pendant 10 mètres dans la crête, puis après, j'étais non, ça donne rien. Donc, on voit que, ben, avec de l'expérience, tu vois que, bon, je n'avais pas besoin du tout dans cette course-là. Mais je les avais quand même sur moi, j'étais prête, mais c'est ça, si avec de l'expérience, je me dis que par la suite, ben, j'en aurais pas besoin sur des courses comme ça. Mais ça, c'est vraiment
avec justement de l'expérience, puis de juste, c'est ça. Il y a des gens qu'on voit sur des courtes distances de trail au Québec qui ont des bâtons. On peut se questionner un peu ce qu'ils font avec ça, mais ça peut être rassurant peut-être sur le plan psychologique pour certains de savoir qu'ils vont être capables de se pousser un peu. Et parlant de choses rassurantes sur le plan psychologique, on a quelqu'un qui nous écoute de la France, que je salue, Nicolas Fréret, qui est, qui est notre boss, co-boss chez Distance Plus et qui vous demande quel est l'impact psychologique de l'équipe de soutien. Alors, ça, c'est très intéressant. J'aimerais commencer peut-être par Maxime, l'équipe de soutien sur un ultra. Ben, moi, je n'avais jamais eu avant Québec Mégatrail. Fait que sur mon échantillon d'une course, ça fait une belle grosse différence. Là, je veux dire, à Québec Mégatrail, j'avais ma femme qui me suivait avec mon garçon. Puis, juste le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour t'accueillir quand tu arrives, qui va t'encourager, qui t'aide à sortir tes choses. Puis quand tu repars, ben, tu te dis, ah, ben là, je vais les revoir dans X nombre ou même. Ben, pour moi, c'est lié à l'équipe de soutien, là, avoir un pacer là, lorsque c'est possible. J'avais jamais pensé avoir un pacer, mais moi, j'avais Pierre-Olivier qui a fait la dernière partie de Québec Mégatrail avec moi. Puis, à la montée, c'était pas mal difficile, il faisait chaud. Donc, de l'avoir avec moi qui me parlait, puis ça avait de l'air facile pour lui. Donc, je faisais juste m'accrocher pour rester avec lui. Puis, donc au niveau psychologique, ça me faisait quelqu'un à jaser. Veux pas quand c'est plus dur, quand tu te mets à parler de quelqu'un ou juste d'écouter quelque chose, ça te fait oublier les sensations ou en fait, si tu étais seul, j'aurais rentré dans peut-être une boucle un peu plus négative alors que là, j'en sortais tout de suite. Donc, de mon échantillon, c'est positif. Mathieu Blanchard, tu as eu le soutien de ta famille régulièrement sur des ultras, entre autres à la Transmartinique et à l'UTMB. Et souvent, ta mère, Cathy, qui a fait ton équipe de soutien. Comment on gère sa mère comme équipe de soutien, sachant que nos parents s'inquiètent pour nous puis qu'on peut être dans des creux très, très creux là, dans un ultra? Comment on communique avec eux et quelle entente tu prends avec tes parents s'ils sont ton équipe de soutien? C'est une très très bonne question, Vincent, parce que justement, ça se prépare avant ça. Mais d'abord, pour revenir sur la question qui a été posée, c'est vrai que ça peut jouer un rôle énorme d'avoir une équipe de soutien proche, donc famille. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, là, des difficultés en arrivant en ravitaillement. J'ai un exemple, par exemple, c'était à mon premier UTMB, je descendais vers Courmayeur, qui est au milieu de la nuit et qui est à la moitié de la course. Et donc, je fais un petit scan corporel et mental en descendant là. Et ça allait vraiment pas du tout là, physiquement et mentalement. En fait, ça allait, mais comme c'était à peine la moitié, je me disais, mais c'est pas possible que je vais devoir faire ça une deuxième fois. C'est impossible, malgré tous mes schémas mentaux positifs. J'avais beaucoup de lucidité et puis mon corps était trop fatigué pour me dire que j'allais faire le double. Je suis rentré dans le ravitaillement de Courmayeur et puis ma mère était là et puis s'est assise à côté de moi, m'a posé la main sur l'épaule, m'a dit que mon frère était fier de moi, elle m'a fait un petit bec sur la joue. Je suis sorti du ravitaillement, j'étais neuf. Donc ça, c'était pour illustrer que c'est important, la famille. Mais oui, c'est important avant déjà, tu sais, moi, mon père est beaucoup plus stressé que ma mère, par exemple. Et ce qui se passe quand tu es dans un ultra trail, c'est que tu es à fleur de peau et tu as une hypersensibilité qui fait que tu es capable de lire dans les yeux des gens ce qu'ils ressentent. En fait, tu vois un peu comme ton miroir de ton apparence à travers les yeux des gens. Et si tu choisis un proche qui est trop émotionnel et qui va voir, parce que c'est sûr que tu vas arriver, tu vas avoir des cernes, tu vas être fatigué, tu vas peut-être saigner là parce que tu seras tombé. Et si la personne en face de toi n'a pas les nerfs solides et pas stable émotionnellement, mais tu vas le voir dans les yeux et ça va empirer finalement la situation. Donc, il faut connaître un peu son entourage, savoir qui est le moins émotionnellement sensible, le choisir et puis ensuite lui expliquer comment ça va se passer et lui dire que tu vas arriver, que tu ne seras pas forcément tout beau, tout neuf comme quand tu te réveilles le matin là, et qu'il va falloir prendre en compte et être toujours super positif, même si l'apparence ne l'est pas. Anne, particulièrement quand tu es tombée et que tu avais les genoux en sang, tes parents devaient être un peu inquiets pour toi, j'imagine. Encore une fois, c'est un peu comme Mathieu dit, là,
moi, je l'écris sur papier, là, puis j'ai un meeting avec mes parents parce que souvent, c'est eux qui font mon équipe, mais quasiment un meeting, puis je leur explique de ce ravito-là, ben, c'est ça qui se passe. L'autre-là, c'est ça. Puis je les gère un peu. Puis je pense que ben, c'est pour ça que je leur demande de faire mon équipe de sport parce que je pense qu'ils me connaissent comme. Il n'y a personne qui me connaît autant mieux qu'eux. Puis ils savent comment agir avec moi, puis comment moi je vais réagir. Donc, je pense que ça, on s'équilibre bien. Mais ça fait, encore une fois, ça fait une différence. Si on peut l'avoir pour vrai, émotionnellement, mentalement, avoir un peu, c'est ça. De savoir qu'il y a quelqu'un qui nous attend, ça fait une différence. Puis pour l'efficacité aussi du ravito. Puis, vous savez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va oui. quand même peut-être déborder un petit peu là, de notre heure, là, mais on va essayer quand même de garder ça. J'aimerais faire un petit tour de table rapide avec vos 3 réponses brèves sur la question de l'abandon. On sait que dans un ultra, c'est un incontournable et qu'il y a souvent des pourcentages très élevés d'abandon. Ça peut aller jusqu'à plus de la moitié même de coureurs qui abandonnent. Donc, est-ce que vous avez vécu des abandons? Peut-être raconter une anecdote brièvement. Et est-ce que c'est grave? Et comment on vit ça? Donc, on va commencer avec Anne. Oui. Je dirais que l'année passée, à Arcana, moi, c'était mon objectif. Dans ma planification, c'était mon objectif numéro 1 au début de la saison. Mais dans le fond, je suis quand même assez quelqu'un de casse-cou. J'ai eu une bonne chute. Puis là, mon genou a vraiment enflé très rapidement, ce qui faisait en sorte que ma biomécanique de course était tellement altérée, ça n'avait même pas de sens. Donc, j'ai juste arrêté complètement. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. Puis je savais que j'avais une course aussi qui s'en venait, tu sais, après, qui était le Grand Raid. Fait que j'ai dit, ça n'a aucun sens que tu continues. Arrête là. Appelle justement mes parents en pleurant, bien sûr, parce que je suis émotive, mais venez me chercher, puis on arrête ça là. Donc, ça a été un abandon qui était plutôt par rapport à une blessure. Je dirais que c'est l'anecdote. Ça a été très, très difficile mentalement de me dire on arrête là, mais en même temps, bonne décision, plus à long terme pour la santé, puis parce que ça ne fait pas de sens non plus, tu sais, de continuer dans un état comme ça. Exact. Selon moi, le sport, c'est quelque chose qui est primordial, tu sais, comme la santé est primordiale dans le sport. Donc, c'est décevant quand c'est ton objectif de l'année, mais après, il faut faire avec la réalité. Maxime, dans ton cas, on continue le tour de table? Oui, moi j'ai arrêté Québec Méga Trail il y a, pas cette année, l'autre d'avant. Tu sais, puis je commençais à avoir très très chaud, puis là je devais monter le Mont-Sainte-Anne, puis tu sais, j'étais pas blessé, mais je m'étais dit, garde, j'ai une expérience positive jusqu'à maintenant, j'ai fait 70 km. Je pense pas que ça va bien se passer si je finis, parce que tu sais, avec la chaleur, je ne tolère pas ça du tout. Puis, donc, tu sais, ça devient un peu un choix personnel. Pour moi, la priorité devrait être abandonner, c'est pas un échec nécessairement. Là, la capacité de faire son sport à long terme, c'est la priorité. Puis, et abandonner après 70 km, on rappelle que c'est quand même pas une mauvaise chose. C'est correct, fait que, je pense que les gens sont toujours, ont tendance à penser que les gens, t'as abandonné, non, mais t'as fait 70 km, là, tu peux être fier. Donc, je pense que ça devient un peu un choix personnel. Il y a une différence entre on a un creux, on persévère, ça c'est correct, mais si on est blessé, c'est correct de tirer la plug comme Anne a fait. Là. Au contraire, c'est pas juste correct, c'est ça la bonne décision à faire. Là. Donc, Mathieu, rapidement, pour qu'on puisse aller à notre dernier bloc par la suite, tu as parlé de ton abandon sur l'Atlas Toubal au Maroc. Je pense qu'il y a peut-être une autre course où tu as fait un abandon. C'est laquelle déjà? En Guadeloupe, l'année dernière, je me suis fracturé le sacrum, donc ouais, j'ai arrêté. Donc, c'est vraiment pour une raison de blessure, mais tu as trouvé ça difficile quand même, hein, psychologiquement? Oui, c'est dur psychologiquement parce qu'un ultra, c'est pas uniquement le jour J. Hein. Il faut savoir qu'il y a un énorme dévouement les semaines, voire les mois qui précèdent. Hein. C'est un mode de vie. Hein. C'est pas uniquement pour les athlètes élites, même ceux qui se lancent dans ce défi-là. Ça prend du temps là, et puis ça implique aussi la famille, les enfants, la nutrition, le sommeil. Fait que c'est sûr que quand tu arrives au jour J, qui est finalement l'aboutissement et que tu ne peux pas le réaliser, ben, ça peut te toucher, peu importe la raison, qu'elle soit mentale ou physique. Mais c'est ça, hein, il faut se dire que ce n'est pas la dernière. Il y en a d'autres après, et puis on réussit à passer à travers.
Et lorsqu'on a passé au travers et qu'on a terminé son ultra, qu'on a passé sous l'arche, on a reçu notre médaille, peut-être qu'on a fait un podium, peut-être pas, peut-être qu'on est le dernier et c'est pas très important parce que chacun a des objectifs différents. En vérité, l'ultra n'est pas terminé parce qu'il y a une phase de récupération et c'est le bloc qu'on entame, c'est la notion de l'après. Il faut prendre soin de soi, il faut s'occuper de sa récupération et il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes et c'est très important pour cette question qui est notre thème du jour, comment réussir son ultra. Maxime, j'aimerais t'entendre d'abord, ça fait quoi au corps un ultra? C'est quoi l'impact d'un ultra physiquement là, sur le corps? Je pense que c'est l'histoire, la réponse courte, c'est que c'est très dur. Puis l'impact est physique puis mental. Donc, il faut s'assurer que notre corps récupère bien, prendre les mesures pour la nutrition, bien se nourrir, ça continue après. Là, bien dormir, c'est encore plus important après. Puis prendre repos d'entraînement de course à pied, si on veut. Là, on a tendance à dire je peux courir, je vais recommencer tout de suite. Là, mais c'est peut-être le moment de faire d'autres sports qui sont plus doux sur le corps, comme du vélo, de la natation. Peut-être même aller marcher, pourquoi pas. Donc, en général, quand on pense qu'on est prêt à recommencer, on n'est pas prêt à recommencer. On devrait prendre 2 semaines de plus ou peut-être même 1 mois de plus. Donc, puis mentalement, c'est super important aussi. Se donner, on ne s'en rend pas compte, mais on a eu une surcharge mentale extrême sur notre corps. Puis, si on ne veut pas perdre le goût de courir, faut attendre que l'envie de courir revienne. Donc, surtout quand c'est un gros objectif, là, de laisser la poussière retomber, ça aide énormément. Là. Donc, ça serait peut-être moi, c'est comme ça que je le gère, là, surtout quand c'est l'objectif important. Mais il y a du cas par cas quand même, surtout quand on parle surtout quand on a eu un ultra où on a frappé le fond du baril, vraiment le fond du baril, là, c'est encore plus important de se donner la chance, là, même si on a eu un abandon ou de quoi, là, de vraiment prendre le temps parce que c'est un gros choc. Là. Mathieu, tu as beaucoup d'expérience, tu as fait beaucoup d'ultra à travers le monde. Je voudrais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as une stratégie de récupération? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà bien planifié? Et est-ce que tu as peur des fois de faire trop d'ultra dans une année? Donc, peut-être nous résumer ta pensée là-dessus, ta philosophie. Mais je rejoins ce que dit Maxime. La récupération, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, il faut calculer son année pour ne pas mettre des courses trop proches pour intégrer cette récupération. Mais en fait, pour ajouter sur ce que dit Maxime, là, sur ce qui se passe, c'est que le corps est bien fait et mal fait aussi, dans le sens où c'est assez sournois ce qui se passe parce que tu t'es tellement préparé avant l'ultra avec tous les entraînements que tu as fait que ton corps est capable de récupérer rapidement physiquement. Donc, peut-être 4-5 jours après, tu ne seras plus du tout courbaturé et tu serais capable de retourner courir. Mais c'est là l'erreur qu'il ne faut pas faire. Et moi, je l'ai fait dans mes premiers ultras. C'est qu'à partir du moment où mon corps était OK, je recommençais l'entraînement. Et là, c'est une grosse erreur parce qu'il y a aussi tout le système hormonal et nerveux qui est lui, tu ne le sens pas et pas prêt. Et contrôle le corps et le physique. Et si tu n'as pas laissé le temps de récupérer, derrière, tu vas potentiellement avoir des blessures physiques ou des burn-out mentales, tout comme tu peux avoir dans le travail, et qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Et puis c'est dur là quand on est habitué à faire beaucoup de sport, là, mais il faut l'accepter dans le projet de faire un ultra. Mais derrière, il faut se donner 2 ou 3 semaines de calme et il faut l'accepter. On a d'ailleurs une question d'un spectateur anonyme qui ne s'est pas nommé et qui demande est-ce que c'est utopique pour un coureur moyen d'enchaîner l'Ultra Trail Arikana 125 km et le Bromont Ultra 160 km à 1 mois d'intervalle? Il pose la question justement au sujet de la récupération. Donc, est-ce que c'est utopique, Mathieu? Non, ça se fait. Ça se fait. Tu peux très bien courir un 160 km toutes les fins de semaine si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ça se fait. Mais c'est pas. Tu sais, si tu veux faire du sport longtemps dans ta vie avec du plaisir, c'est pas la chose à faire. Mais ça se fait. Bien sûr que tu vas être capable. Si c'est juste un défi, go, tu sais, mais c'est pas optimal, je dirais. Il y a le fameux Luca Papi, le franco-italien, qui fait des ultras toutes les fins de semaine à peu près. C'est ça. Oui. Mais après, voilà, il ne le fait pas au même pace. Mais tu sais,
je suis pas sûr que dans 10 ans, là, le Lucas Papi sera en super forme. On verra, mais voilà. On a une question de notre docteur Simon Benoît qui vous demande est-ce que vous utilisez la variabilité de la fréquence cardiaque pour monitorer votre état de récupération? Alors d'abord, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est la variabilité de la fréquence cardiaque? Est-ce que, Maxime, tu connais ça? Oh, moi, ce que je suis beaucoup, c'est ma fréquence cardiaque au repos. C'est Donc, le ça, matin. Donc, c'est ça à laquelle il réfère, là. C'est quelque chose que j'ai utilisé longtemps, là. Donc, Tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît, pour que tout le monde comprenne? En général, là, Mathieu, peut-être que tu es plus connaissant là-dessus, mais moi, de la façon qu'on l'utilisait, c'est si vous prenez votre fréquence cardiaque au repos à chaque matin, là, vous allez avoir une mesure moyenne. Puis en général, ça, c'est votre mesure où lorsque vous êtes en santé et tout va bien, ça devrait être votre target. Puis en général, les gens ne varient pas tellement dans cette zone-là, là, si vous êtes dans une phase d'entraînement qui est basse. Donc, ce qui va se produire souvent lorsque on a un niveau de fatigue élevé, comme après un ultra, ou même si on est proche d'un surentraînement, dans le corps d'entraînement, cette variable-là va augmenter. Donc, notre fréquence cardiaque le matin, lorsqu'on se réveille et on est couché dans notre lit, des fois, ça peut monter si on est à 30, mettons, 45-50 au repos le matin, c'est pas rare qu'on peut être à 60, 65 même dans une situation après un ultra, là. Donc, ça, c'est des signes que clairement, si on n'est pas retourné à notre moyenne, c'est des signes que clairement, on n'a pas récupéré, là. Est-ce qu'on l'utilise? Si vous le prenez régulièrement, ça vaut la peine. Si vous ne le prenez pas, ben, si vous le prenez, on n'introduit pas ça tout d'un coup après un ultra si on ne connaît pas nos valeurs moyennes sur une longue période, là. Donc, Mathieu, est-ce que tu l'utilises? Oui, ben en fait, j'aimerais l'utiliser, mais j'ai pas le matériel pour. Mais c'est pas uniquement après une course ou la récupération, c'est aussi même dans la vie de tous les jours parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. C'est le stress, c'est la maladie, et puis voir où bat ton corps, ton cœur au repos, c'est un super indicateur pour savoir si tu es en forme pour aller faire l'entraînement que tu t'étais imaginé. Donc oui, c'est un super indicateur, il faudrait l'utiliser. Après, je ne l'utilise pas tant aussi parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais d'avoir une connexion avec mon corps qui fait que je sens si je suis fatigué ou pas en fait. J'arrive à sentir quand le matin je me lève et que mon cœur va un peu trop vite. Vous savez, on a des passionnés, on a plus de 70 personnes qui nous écoutent présentement, donc je sais que les gens sont avides et qu'ils veulent qu'on continue la conversation, mais par respect pour le temps de nos panélistes, là, on va quand même se diriger vers une conclusion. J'aimerais savoir, Anne, on parle toujours de l'après-ultra. Peux-tu nous parler de cette notion de partage avec la communauté? Tu es présente sur les réseaux sociaux, tu partages ton entraînement et ton vécu. Donc, cette notion de communauté, on sait qu'elle est importante dans le trail et ça fait partie de la discipline également. Donc, quelle est l'importance de ça pour toi après un événement, de partager, de répondre aux questions du public, de participer à des webinaires, etc.? Oui. Je pense que c'est un aspect vraiment important qui n'est pas nécessairement présent dans tous les sports, mais je pense que la communauté trail est très, quand même assez proche. On est un petit milieu, puis je pense que si on peut inspirer, entre guillemets, ou si on peut donner le goût à quelqu'un de courir à seulement une personne, job is done, là. Ça peut, je trouve ça super gratifiant. Puis, moi, c'est de me dire que j'ai déjà été à la place de la personne à un certain moment de ma vie, puis j'ai demandé des questions, puis il y a des personnes qui m'ont répondu, puis ça m'a super inspirée. Puis ça a fait en sorte que je suis rendue là où je suis présentement, puis j'ai grandi dans le sport. Donc, je pense que si on peut le donner à quelqu'un par la suite, puis de juste donner notre point de vue, parce qu'on n'a pas la vérité ultime, mais si on peut aider quelqu'un, c'est super le fun, puis voilà, c'est un bel aspect de la communauté trail. Inspirante. Tu l'es, ma chère Anne, mon cher Mathieu, mon cher Maxime, vous l'êtes également. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous ce soir de ces notions de avant, pendant et après. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est obligé de faire des ultras. On peut prendre beaucoup de plaisir à faire des plus courtes distances. Peut-être qu'on aurait pu aussi le mentionner dès le départ, mais ce soir, on voulait aborder cette question-là. Donc, il y a des questions qui ne sont pas répondues.
Peut-être que nos panélistes pourront prendre quelques minutes dans les jours qui viennent pour aller sur Facebook pour répondre à ces questions-là. Je viens un peu de m'engager pour eux, là, mais sinon, ce sont des questions qu'on essaie peut-être de répondre sur Distance Plus éventuellement. Donc, je vous signale que ce webinaire va être disponible en rediffusion sur la page Facebook de Unis pour le sport et certainement sur Distance Plus, on va le repartager. D'autres partenaires aussi de l'initiative #Trail Québec, #Ça va bien aller vont le faire. Donc, merci Anne. Plaisir. Coucou. Salut Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye bye. Merci Maxime. Dites bonjour que vous apparaissiez à l'écran une dernière fois. Salut Mathieu. Ciao Vincent, merci pour l'échange, c'était super. Salut Maxime. Salut Vincent, merci à Mathieu et puis Anne aussi d'avoir été présent. Alors tout le monde, on vous souhaite de rester en santé, faites bien attention à vous, protégez-vous, on va passer à travers cette crise, c'est une question de temps, courage tout le monde, on continue à s'entraîner, on continue de rêver, ça fait du bien. Alors je vous rappelle que moi, je suis Vincent Champagne du magazine Distance Plus et ça a été un très grand bonheur d'animer ce webinaire avec vous. Bonsoir et à la prochaine.